une séance de vendredi qui a été relativement difficile. Pourtant, la Banque centrale américaine n'a pas déçu. Elle a été au rendez-vous avec la baisse des taux que le marché attendait. On a même eu un discours de Jerome Powell qui était plutôt moins hawkish que certains le craignaient. La Banque centrale américaine a également pris même des mesures pour assurer la liquidité sur le marché avec la reprise des achats d'obligations du Trésor à court terme. Sur ce point-là, pas de surprise et même une tendance plutôt favorable. La mauvaise surprise est venue de la tech et d'Oracle. Oracle qui a surpris négativement, alors à la fois en termes de chiffre d'affaires, qui était légèrement en dessous des attentes, mais surtout des dépenses liées au développement de l'IA, avec une révision en hausse de ces dépenses, près de 15 milliards de dollars de plus que ce qui avait été communiqué en septembre. Et donc, clairement, les craintes sur le retour sur investissement dans l'IA se posent de plus en plus. Et d'autant qu'après Oracle, on a eu Broadcom qui lui aussi a fait état de dépenses bien plus importantes que prévu, de marges et de retours sur investissement qui ne seront pas a priori aussi importants qu'on pouvait l'espérer. Le titre Broadcom a cédé 11% dans la séance de vendredi. Quant à Oracle, le titre a reculé encore de 4 ou entre 4 et 6% vendredi. Et on est à moins 40 depuis le plus haut. Cela a affecté les indices américains, en particulier le Nasdaq, qui a fini dans le rouge. Et in fine, les indices européens ont terminé la semaine peu ou prou étale, avec néanmoins une surperformance des indices small et mid, comme on le verra un peu plus tard, qui ont dans l'ensemble terminé en territoire positif, hormis l'indice italien. Et donc en France, le CAC 40 a achevé la semaine sous les 8100 points, un repli de moins 0,6% après donc le reflux enregistré vendredi après-midi. On a seulement 35% de valeur en hausse. Alors du côté des hausses, on retiendra une semaine positive, mais elle a été beaucoup moins in fine vendredi pour Schneider Electric. Schneider Electric qui a tenu une journée investisseur et qui lui a permis de présenter des objectifs 2030 supérieurs aux attentes du consensus, avec une croissance organique moyenne attendue entre 7 et 10% par an et une amélioration de 2,5 points de la marge sur la période. Parmi les secteurs qui ont bien performé sur la semaine, on retiendra deux qui sont d'ailleurs des secteurs qui sont sur une très bonne dynamique sur l'ensemble de l'année 2025 et encore au second semestre. En tête du classement, on a donc ArcelorMittal qui progresse de 5,7%. Le titre poursuit son rallye entamé depuis octobre et la mise en place des mesures protectionnistes de l'Union européenne au profit de l'industrie sidérurgique, avec des quotas et des taxes douanières sur l'acier chinois en particulier. Le titre est en hausse désormais de 72,5% year to date. C'est la deuxième meilleure performance depuis le début de l'année sur le CAC 40. La meilleure performance est signée depuis le début de l'année par Société Générale. Société Générale qui a encore gagné 3,3% la semaine passée, ce qui amène la progression à 134% sur l'année. Le titre a encore profité d'une recommandation positive d'un broker la semaine passée. Le mouvement est assez général dans la banque assurance, puisque BNP Paribas gagne aussi 3,6% et AXA 4,7%. On notera par ailleurs une hausse de 5% pour Carrefour à la suite d'un relèvement d'objectifs de Citigroup. Et pour terminer, Thales qui a gagné 3,1% également. Au rayon des baisses, une baisse significative, c'est celle d'Essilor-Luxottica qui a abandonné 6,8% sur la semaine. Le groupe
qui, depuis le début de l'année, surfait sur le succès de ses lunettes connectées en partenariat avec Meta, voit la concurrence se durcir. Il y a quelques jours, enfin quelques semaines, Alibaba avait annoncé rentrer sur ce marché. Et la semaine passée, c'est Google qui a annoncé le lancement en 2026 de lunettes avec IA en partenariat avec le coréen Gentle Monster. Voilà pour les performances sur le CAC 40. Si je passe au Next 20, on a une performance légèrement positive, plus 0,2%. Une parité entre les valeurs en hausse et en baisse. On notera trois hausses qui ressortent plus particulièrement sur l'indice. En tête, ADP, plus 7%. Aéroport de Paris a présenté son prochain contrat de régulation économique, donc son plan de développement sur la période 2027-2034, qui prévoit un programme d'investissement d'une ampleur assez inédite, hein, on parle de 8,4 milliards d'euros d'investissement, donc bien supérieur au précédent plan. Les objectifs sont d'augmenter les capacités d'accueil et optimiser également les infrastructures existantes. Et l'hypothèse de fond, c'est une croissance du trafic qui serait de 1,6% par an. Il intègre également une hausse tarifaire de 2,6% par an. Voilà pour la principale progression sur l'indice. Derrière, on a Alstom qui a gagné 5,6%. Alors que Citigroup est passé de neutre à achat avec un objectif de cours qui a été relevé de 21 à 31 euros. Enfin, Arkema a progressé de 3,4%. On notera en parallèle la progression de un peu moins de 2% d'Eiffage. Eiffage qui eh bien, va intégrer le CAC 40 la semaine prochaine, lundi prochain, à l'occasion de la refonte des indices sur le marché parisien. Eiffage va prendre la place d'Edenred. On verra un peu plus tard qu'on a également deux modifications dans le MID 60. Le MID 60 qui va voir l'intégration de l'arrivée de Lilly et de la biotech Nanobiotics qui prendront la place de Mersenne et Planisware. Du côté des baisses, GTT a abandonné 5,5%. Le titre reste néanmoins en progression de 25% depuis le 1er janvier. Deux news sur GTT. Goldman Sachs a initié la couverture à neutre avec un objectif de 165 euros. Alors que le cours est autour de 160 aujourd'hui. Et puis ce matin, le groupe a annoncé la nomination d'un nouveau directeur général. Je vais passer maintenant aux performances des mid and small, des performances qui ont été positives. Le mouvement de baisse des taux est clairement favorable aux compartiments les plus risqués et donc aux small et mid cap qui ont tout à peu près, tous les indices small et mid sont dans le vert sur la semaine. Le CAC Mid and Small progresse de 0,7%. Néanmoins, le mouvement n'est pas généralisé puisqu'il n'y a que 42% de valeur en hausse. Et il y a deux secteurs qui ont largement tiré la performance de l'indice. C'est tout d'abord les biotech. Alors ça, c'est un mouvement qui est, je dirais, récurrent depuis le début de l'année 2025. Abivax a encore progressé de 14,7%. Sur fond de rumeurs au cours de la semaine d'OPA et Lilly et Johnson & Johnson ont été des pistes évoquées et qui ont bruissé sur le marché, permettant à Bivax de gagner donc encore 15% et d'afficher plus 1500% de performance depuis le début de l'année. Cette progression d'Abivax profite à l'ensemble du compartiment des biotech et Medincell a gagné également 6%. L'autre secteur en forme la semaine passée, c'est le secteur des ESN et du conseil en technologie de manière plus générale. Un secteur qui retrouve des couleurs, hein, puisqu'il a, il a plutôt souffert depuis le début de l'année. Alors pourquoi il retrouve des couleurs? D'une part parce que le troisième trimestre a été meilleur. Une majorité des valeurs a retrouvé la croissance. Au quatrième trimestre, on aura un effet jour ouvré qui sera favorable. Et puis la communication de Webstone la semaine dernière a confirmé cette reprise de la demande sur la fin de l'année.
avec un effet que de budget qui est favorable cette année. Enfin, la semaine passée, Odo BHF a également intégré Capgemini, le leader mondial, dans sa liste de valeurs favorites. Comment ça s'est traduit pour les small et mid? Eh bien, on a Atos qui a rebondi de 16%. Le titre est en hausse de plus de 110% depuis le début de l'année. Alten a gagné 4,3% et Soprasteria a progressé de pratiquement 10%, plus 9,7%, alors que le titre est en baisse de 13% depuis le début de l'année. Soprasteria a annoncé l'arrivée d'un nouveau directeur général. C'était attendu depuis l'annonce du départ de son ancien directeur général chez Alten. Eh bien, en fait, on assiste à une valse des dirigeants dans le secteur, puisque cette fois, c'est l'ancien directeur général d'Expleo, Expleo qui est la filiale, l'ancienne filiale de conseil en technologie d'Assystem, dont le contrôle a été cédé au fonds Ardian. Eh bien, ce directeur général d'Expleo va rejoindre début février Sopra Steria. L'autre dernier secteur qui a tiré l'indice la semaine passée, c'est la défense. Dans le CAC 40, on a vu Thales qui a progressé. Eh bien, cette fois, c'est Exail Technologies qui a repris 5,4%. Après avoir intégré la liste des valeurs favorites de Bernstein. Le titre est en hausse de 402% depuis le début de l'année. Dans la lignée Exosense également progressé de l'ordre de 5% après le relèvement d'objectifs de JP Morgan. En bas du classement, Eutelsat abandonne 10,7%, alors que le groupe a bouclé son augmentation de capital de 670 millions d'euros. Donc effectivement un effet dilutif de cette opération. En parallèle, le secteur des médias et de la télévision, enfin de l'audiovisuel en particulier, a souffert d'une dégradation d'opinion de JP Morgan. M6 est en baisse de 6,9% sur la semaine, puisque la banque américaine est passée de neutre à sous-performance en abaissant son objectif de cours à 13 euros. Le broker préfère TF1. Malgré tout, le titre TF1 est lui aussi en repli de 2%. Il faut dire que les perspectives sont assez moroses pour la publicité sur le T4 2025 et probablement sur le début de l'année 2026. Voilà pour les principales évolutions sur le CAC Mid 60. J'ai déjà évoqué l'arrivée de Lizzie et Nanobiotics. Donc Lizzie et Nanobiotics qui sont dans le CAC Small et qui ont, en tout cas pour Nanobiotics, bien réagi à cette information. Le CAC Small, lui, est en hausse de 0,8% et largement tiré par les biotech. DBV en tête, DBV qui a bondi de 42%. Donc Nanobiotics, je l'évoquais, qui gagne 6,5%. Qui représente à ce moment précis 5,6% de l'indice. Et on a également Inventiva et Genfit qui ont largement progressé sur la semaine. Dans la tech, on a Verimatrix qui a repris 18,5%. Le titre reste en baisse de 32% year to date. Mais donc Verimatrix qui est en souffrance depuis plusieurs trimestres, a annoncé la cession de ses actifs de protection des applications pour 8,5 millions de dollars, opération qui lui redonne un peu d'air. Le secteur aéronautique, lui, a subi des prises de bénéfices dans la foulée de la publication des résultats semestriels de Figeac Aéro. Figeac Aéro qui abandonne une dizaine de pourcents sur la semaine, moins de 9,8%. Le titre est toutefois en hausse de 78% depuis le début de l'année. Alors, les performances opérationnelles du groupe au premier semestre s'améliorent. Les résultats, donc l'EBITDA et le résultat opérationnel sont en hausse. En revanche, le résultat le résultat net reste négatif en raison d'effets de change et de réévaluation des ORNAN, des effets non cash mais qui pèsent sur le résultat publié. Et on a également une génération de cash qui est au premier semestre un peu en retard sur les guidance annuels. Néanmoins, les guidance annuels ont été confirmés. Il y aura un effet
un effet qui sera beaucoup plus favorable sur le BFR au second semestre, une poursuite de l'amélioration des résultats qui rendent donc confiant le management sur l'atteinte des guidance. Bon, après la très bonne performance depuis le début de l'année, on a une respiration sur le titre qui peut s'expliquer également par un retour de papier, puisque dans le cadre du remboursement des ORNAN, il y a eu 9% du capital qui a été donné en échange des ORNAN aux prêteurs. Dans le secteur, Lisier a également reculé à la suite de la publication de Figeac. Le titre est en baisse de 2,8%. Hors indice et sur Euronext Growth, quelques évolutions à mettre en lumière. On a Fermière de Casino de Cannes qui gagne 27,5%, puisqu'il va y avoir une OPA qui devrait être lancée début 2026, puisque la famille Barrière a repris la participation de Casinvest, qui était actionnaire à hauteur de 26% de Fermière Casino de Cannes. Donc la famille désormais contrôle 93% du capital et 96% des droits de vote. Et donc on aura probablement une OPR qui serait lancée début 2026, un cours de 1897 euros. Hormis cette opération de marché, on a eu dans deux sociétés dans la tech qui ont bien performé. Semco Technologies qui gagne 8,6%. Alors Semco qui est l'introduction de l'année, hein, puisqu'il n'y en a pas eu beaucoup, qui s'est introduit fin juin, qui avait bien performé au moment de l'introduction, qui stagnait depuis août autour de 25-26 euros et est reparti de l'avant. Il faut dire que dernièrement, le groupe a annoncé le doublement de sa capacité industrielle avec la mise en place d'une nouvelle ligne de production. Il y a eu également des réunions investisseurs qui ont dû rassurer et qui ont permis au titre, donc, comme je le disais, de gagner 8,6% sur la semaine. Et dans les logiciels, on a Streamwide qui a gagné 6,7% également. Enfin, LDLC, lui, dans la distribution matériel informatique et IFI, a gagné 11,7%. Très bonne performance qui fait suite à la publication des résultats semestriels, des résultats qui ont montré une nette amélioration. Il faut dire que le groupe avait retrouvé la croissance et donc on attendait une amélioration des résultats. Pas de cette ampleur. Et cette nette amélioration a d'ailleurs permis au management de laisser d'évoquer l'atteinte de résultats comparables aux meilleures années, exception faite du Covid, qui étaient des années exceptionnelles, mais ça voudrait dire qu'on pourrait envisager un retour d'un résultat opérationnel courant autour de 13 millions d'euros, et après 2 années en perte. Il faut dire que l'activité reste bien orientée au second semestre. Il y a notamment une demande soutenue au niveau des ordinateurs et un effet prix d'ailleurs important du fait de RAM notamment qui affiche une certaine pénurie. Donc tous ces éléments sont clairement favorables à LDLC qui a déjà très très bien performé depuis le début de l'année puisqu'on est à plus 97,5%. On notera également un léger rebond de Reworld Media qui a repris 6% cette semaine. Il faut dire qu'avec un PER de 4 fois, on a l'une des valeurs les moins chères en Europe, malgré les incertitudes sur la croissance du business avec une activité magazine qui reste en décroissance. On a une valorisation qui est extrêmement basse et on peut penser que tout a un prix à un moment. Pour terminer, un mot sur les valeurs européennes. Comme je l'évoquais en début de conférence, les indices valeurs moyennes européens sont dans le vert, à l'exception du FTSE Italia Mid qui se replie légèrement. L'Eurostoxx Small hors UK, qui est l'indice que nous suivons, est en hausse de 0,2%. On a quasiment une parité entre les valeurs en hausse et en baisse. Les valeurs françaises ont tiré l'indice, avec Sopra Steria en tête et ADP bien placé également. Et hormis ces valeurs françaises, un secteur financier qui a été bien orienté avec deux banques qui progressent bien, plus 6,5% pour la banque autrichienne Raiffeisen.
Et plus 3,4 pour la banque italienne Banca Popolare di Sondrio. Voilà pour les principales évolutions de l'Eurostock Small en baisse. La valeur les biens d'équipement finlandais Valmet qui cède 8% et ThyssenKrupp qui reflue de 5,5%, mais bon, qui est quand même un des grands contributeurs de l'année avec plus 127%. Si maintenant on fait le bilan depuis le 1er janvier 2025, on a le CAC Small qui est toujours et qui restera largement en tête sur l'année, hein, plus 51%. Après une progression spectaculaire au début de l'été. Derrière, le CAC 40 est tout de même à plus 9,3% depuis le début de l'année, suivi par le Next 20 qui est à plus 8%. Le MID 60 ferme la marche à plus 5%. Et si on compare aux valeurs européennes, on a un Eurostock Small qui est à plus 16%, qui donc surperforme les valeurs françaises, puisque le CAC Mid and Small est à plus 9,9%. Un mot de nos valeurs favorites. Nos valeurs favorites qui, depuis le début de l'année, affichent une performance d'un peu plus de 20%. Donc, peu ou prou le double de la performance du CAC Mid and Small. On a eu une performance légèrement positive, plus 0,3 sur la semaine. Cette semaine, c'est les ESN qui ont tiré la performance. Comme je l'évoquais, Alten a pris 4,3% et Infotel plus 5,1%. On a un regain d'intérêt pour ce secteur, ce qui nous paraît assez logique au vu des publications du troisième trimestre. Et on précise que le syndicat professionnel Numéum présentera cette semaine, jeudi, pour être précis, ses perspectives pour 2026 pour le secteur en France. On assistera à cette réunion et eh bien, on compare en fin de semaine justement des tendances à venir en 2026. Jacquet Metal est l'autre contributeur à la performance avec plus 4%. On voit un mouvement assez favorable aux aciéristes européens et on pense que Jacquet Metal, de manière diffuse, devrait à un moment ou à un autre profiter de cette tendance plus favorable et également de son exposition à l'industrie allemande et l'économie allemande qui devrait repartir par rapport à des points très bas cette année. Enfin, Fnac Darty a progressé de 1,6%. On y voit je dirais les fruits de la tendance positive évoquée par LDLC vendredi. Même si Fnac Darty n'est pas un pure player comme LDLC, la demande soutenue sur le plan informatique devrait clairement bénéficier à Fnac Darty. D'autant que les premiers retours sur le Black Friday étaient également positifs. Voilà, dans notre buy list, on attendra d'ici la fin de la semaine ou la semaine suivante la publication des résultats annuels de Fountaine Pajot. Ce sera la dernière publication de l'année et une publication qui, on pense, devrait être de bonne facture et des résultats qui devraient être bien meilleurs que ses comparables. Un mot pour terminer sur les valeurs que nous recommandons, sur les valeurs européennes. On a donc eu des hausses pour Relais, non, pour Cricri Milk Industrie qui a gagné 2,1% sur la semaine, ce qui porte la performance à 3,4% depuis qu'on l'a initié. Le Finlandais Relais, lui, a été stable et la performance depuis l'initiation est également de 3,4%. Voilà, on peut également vous rappeler plutôt qu'au cours de la semaine, on a publié des notes sur Katana. On est resté positif, même si on privilégie Fountaine Pajot dans le secteur. Et on est passé de add à buy sur Décuple pour deux raisons. À la fois la publication du T3 qui nous a clairement rassuré avec un retour de la croissance dans le conseil digital et donc dans leur filiale Convertéo.
Et puis, notre opinion a été également, je dirais, renforcée par la présentation d'un plan 2030 qui se veut très ambitieux, mais qui donne une feuille de route claire. On a pris des hypothèses un peu plus conservatrices que celles du management. Mais il y a quand même une voie qui est tracée avec un plan notamment de croissance organique et de croissance externe qui a été présenté et qui doit dynamiser la croissance de décuple. On pense que c'est un dossier qui est encore assez faiblement valorisé au vu de ses perspectives. On a publié également sur le site un feedback sur De Richebourg, un feedback positif, puisque le De Richebourg retrouve un momentum favorable dans son activité de recyclage, avec des prix qui ont touché, semble-t-il, un plancher. Les volumes reviendront en fonction de l'évolution de la tendance de l'industrie en Europe, mais en tout cas, il devrait y avoir une légère progression de l'EBITDA sur le nouvel exercice avec ensuite du développement de Richebourg sur des niches de marché contributrices à la marge. Et puis de Richebourg bénéficie de la recovery chez Elior, Elior dont il possède 48% du capital. Un mot pour terminer sur les publications. Publications de la semaine dernière qui ont été, comme depuis quelques mois, assez hétérogènes. En fait, on a des secteurs qui sont passés, qui ont dépassé le haut de cycle et qui donc voient leurs résultats reculer. À l'inverse, d'autres ont déjà connu un bas de cycle et voient déjà du mieux. Donc celles qui voient leurs résultats reculer, c'est plutôt dans le secteur des biens de consommation. Ce qu'on observe chez Katana, chez Univers, donc distributeur de camping-cars et de bateaux, et un secteur un peu différent, Pull Up Entertainment dans les jeux vidéo. Alors sur Pull-Up, il y a eu des ventes exceptionnelles d'un jeu l'an passé, hein, Warhammer, qui était un carton incroyable. Mais néanmoins, de manière générale, dans les biens de consommation, on a eu un haut de cycle il y a un an et demi, et là, on est plutôt dans une période de baisse des résultats avant un rebond espéré d'ici fin 2025. À l'inverse, on a des sociétés comme LDLC.com ou dans un tout autre domaine, Moulinvest, qui, elles, ont déjà passé le point bas et sont plutôt dans une situation de recovery. Voilà, j'ai déjà évoqué la plupart des publications. Un mot sur les publications qu'on attend cette semaine. Les publications plutôt dans le secteur industriel avec Excel Industries et Poujoula. Alors dans les deux cas, pour revenir aux commentaires que je faisais avant, on a plutôt des sociétés qui sont encore en décroissance, mais qui devraient se rapprocher d'un point bas dans le prochain trimestre. Sur Excel Industries, ce sont les résultats annuels qui vont être publiés. Le S2 a encore été en décroissance, avec un marché agricole qui a touché un point bas, mais qui n'est pas encore en reprise. On est néanmoins encore positif sur le titre Excel Industries qui est valorisé moins d'une fois l'actif net, alors que le groupe reste rentable et dispose d'un bilan toujours solide. On est bien conscient qu'il n'y a pas encore de catalyseur, puisqu'il faudra attendre sûrement 1 ou 2 trimestres avant un retour de la croissance. Du côté de Poujoula, ce sont les résultats semestriels qui sont attendus en repli du fait d'un chiffre d'affaires qui était en baisse de 4%. Le groupe attend un retour de la croissance dès le troisième trimestre, pour être même en croissance sur l'ensemble de l'année. Il y a des prix de commande qui sont améliorés dans les conduites cheminées, ce qui est d'ailleurs à mettre en relation, enfin, ou en perspective, la reprise sur la construction de maisons individuelles. Et dans l'activité de bois de chauffage, on a là aussi un effet prix négatif qui va disparaître. Alors que les volumes restent, eux, bien orientés, c'était même le cas l'an passé, puisqu'ils étaient en hausse encore d'une dizaine de pourcents. La décroissance venait de l'effondrement des prix qui a fait suite à un effet d'aubaine après le début de la guerre en Ukraine. Voilà pour Poujoula. Poujoula, on est hâte sur le dossier parce qu'on trouve que la valorisation n'est pas particulièrement basse, alors que la visibilité sur la rentabilité normative n'est pas encore suffisante à nos yeux. Enfin, Fountaine Pajot publiera, mais on n'a pas la date exacte.
Il publiera des résultats en baisse, mais qui seront bien moins mauvais que ceux de ses comparables Beneteau ou Katana. On est assez convaincu que la rentabilité devrait rester au-dessus des 10%. On aura une décroissance 25-26 qui devrait être entre 5 et 10%, donc des résultats quand même somme toute corrects, alors que la valorisation est à nos yeux ridicule, à peine 3 fois le résultat opérationnel courant. Voilà pour cette conférence. J'ai fait le tour des sujets que je voulais évoquer ce matin. On est disponible si vous avez des questions complémentaires. Si vous n'en avez pas, donc je vous rappelle que désormais, vous pouvez réécouter cette conférence sur notre chaîne YouTube. Vous aviez le lien dans la présentation. Euh, de notre mail de vendredi. C'était aujourd'hui la dernière conférence hebdomadaire du lundi de l'année. On n'aura pas de conférence les deux prochains lundis. Vous aurez toutefois un compte-rendu le vendredi. Donc c'est pour moi l'occasion de vous souhaiter une bonne fin d'année, même s'il y a encore 2 semaines intéressantes sur les marchés. Et puis on vous retrouvera je dirais, à l'occasion de nos conférences du lundi matin en début janvier. On vous souhaite donc encore une fois une bonne fin d'année et puis on se retrouve début janvier. Merci beaucoup pour votre présence et votre écoute.